Charles Pratt, qui est vice-président du tribunal de Paris et aussi responsable des questions de terrorisme, non terrorisme c'est moi, mais fraude fiscale et fraude sociale au parti centriste, à l'UDI. Charles, vous avez la parole. Est-ce que c'est bon, on m'entend? Bien. Vous m'entendez, c'est bon techniquement? Très bien. Ok. Alors, merci Nathalie. Alors, c'est vrai que vous m'avez demandé de parler un petit peu de coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Peut-être pour me présenter, donc professionnellement, je suis magistrat, hein, je suis ce qu'on appelle vice-président chargé des libertés et de la détention au tribunal de Paris. Et donc, j'ai notamment dans ma compétence les dossiers qui relèvent du parquet national financier en France et également du parquet national antiterroriste. C'est-à-dire que moi et mes 11 autres collègues juges des libertés, c'est nous qui décidons, à nous 12, à chaque fois des autorisations d'actes d'enquête et notamment de saisie en matière de terrorisme ou en matière de grande délinquance financière quand il n'y a pas ce qu'on appelle un juge d'instruction dans le système français qui est saisi. Voilà. Et après, c'est nous qui statuons en matière de détention provisoire, d'incarcération des personnes en matière de terrorisme ou de grande délinquance financière. Ce sont des affaires du coup que je vois passer quotidiennement en France. Enfin, quotidiennement. Heureusement, nous n'avons pas tous les jours des dossiers de financement du terrorisme. Sinon, la situation serait gravissime. Mais quand il y a des dossiers terroristes avec des volets financement, évidemment, cela arrive sur notre bureau, à moi et mes 11 autres collègues. Donc, ce sont des sujets que nous pratiquons au quotidien et je vous apporterai peut-être un éclairage non pas théorique, mais plutôt pratique de ce que nous faisons et de ce qu'il peut être fait dans des pays amis dans le cadre de la mise en œuvre de leurs dispositifs ou bien de l'amélioration de leurs dispositifs. Très clairement, la coopération internationale est très importante en matière de répression du blanchiment ou de répression du financement du terrorisme pour une raison assez simple, en tout cas en matière de blanchiment, c'est que la plupart des dossiers de blanchiment impliquent impliquent plusieurs pays. C'est-à-dire que le blanchisseur, le criminel, va évidemment utiliser la multiplication des juridictions internationales pour pouvoir se protéger et compliquer, le cas échéant, les investigations des services enquêteurs et compliquer les investigations de la justice et compliquer surtout la possibilité de saisie des avoirs criminels et de confiscation des avoirs criminels. Puisque en matière de blanchiment, évidemment, un des principaux objectifs du criminel, c'est d'assurer la sécurité de son argent, la sécurité de ses fonds et la possibilité de les réemployer et d'en bénéficier. C'est pour cela que dans les conventions internationales qui répriment le blanchiment d'argent, et c'est la même chose pour les conventions internationales sur la répression du financement du terrorisme, les conventions internationales pour la répression de la corruption, du trafic de stupéfiants, etc., sur le volet blanchiment, ce qui est demandé dans le cadre des conventions internationales, c'est notamment que l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment puisse être considérée comme ayant été commise à l'étranger. Je m'explique. Vous, en droit français, par exemple, le blanchiment est ce que l'on appelle une infraction de conséquence. C'est-à-dire que pour qu'il y ait blanchiment des capitaux, il faut que les capitaux proviennent d'un crime, d'un délit, d'une infraction, ce qu'on appelle l'infraction sous-jacente. Donc, il faut prouver l'origine criminelle des fonds avec un crime qui a été commis. Et ensuite, c'est la réutilisation de l'argent, le fait d'en cacher l'origine, d'investir avec, etc., qui sera considéré comme du blanchiment. Donc, il n'y a pas de blanchiment, infraction de conséquence, sans infraction sous-jacente. Voilà. Maintenant, et très souvent, le criminel va commettre le délit ou le crime initial dans un autre pays et va par exemple venir investir son argent en France. Traditionnellement, la France est un pays d'investissement immobilier, par exemple, et c'est un pays dans lequel les criminels vont placer ou intégrer, vous savez, si on prend le vieux
triptyque du blanchiment, voilà, il va y avoir une intégration des fonds criminels en France, souvent dans l'immobilier par l'acquisition de biens immobiliers. On voit ça régulièrement dans les dossiers, notamment de corruption internationale, où un certain nombre de gens qui viennent investir à Paris parce que les gens aiment bien le climat de Paris et la ville de Paris, ou sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France, parce que les gens aiment bien cet endroit-là. Donc, nous savons que nous avons des lieux en France à risque en matière d'intégration d'argent de provenance criminelle, notamment dans l'immobilier. On peut aussi avoir l'intégration d'argent dans des prises de participation dans des sociétés, etc. Et donc, la difficulté peut être de dire, ben voilà, le crime initial n'a pas été commis en France, mais l'argent est investi en France. Et donc, si vous voulez poursuivre la personne pour blanchiment des capitaux, la question va être qui va poursuivre? Est-ce que c'est le pays dans lequel le crime a été commis initialement qui va venir poursuivre le criminel pour blanchiment des capitaux et donc venir demander aux autorités françaises d'enquêter et d'assurer une saisie des avoirs et puis une confiscation sur le territoire français? Ou bien est-ce à la justice française d'enquêter et de considérer que le blanchiment se fait en France, effectivement, et que donc la personne relève de la loi française anti-blanchiment, quand bien même le délit initial ou le crime initial a été commis à l'étranger. Bon. Pour faciliter les choses, les conventions internationales demandent que les législations des pays reconnaissent que le blanchiment peut exister dans leur pays, quand bien même le crime a été commis dans un autre pays, dans un pays étranger. Et c'est le cas en France. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez un certain nombre de poursuites qui sont exercées en France depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle les dossiers de biens mal acquis, où globalement, ce sont des dossiers de corruption internationale où des agents publics d'États étrangers, parfois des anciens ministres, etc., ou leurs proches, leurs familles, ont détourné des fonds dans ces pays, des fonds publics, et sont venus investir en France, et comme je vous le disais, notamment dans des acquisitions immobilières ou des voitures de luxe, etc. Et donc là, la justice française considère que nous avons des faits de blanchiment puisqu'il y a eu des faits éventuellement de corruption d'agents publics, etc., dans les pays d'origine. Et donc, on considère voilà, que s'il y a eu un crime dans le pays d'origine, qui est à l'origine des fonds, eh bien, la personne qui vient investir en France va commettre un blanchiment qui sera poursuivi et condamné en France au titre de la loi française, puisque les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment seront commis sur le territoire national, quand bien même l'infraction sous-jacente a été commise à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut mettre en œuvre dans l'ensemble des pays de manière véritablement opérationnelle, parce que dans les dossiers de blanchiment, il n'y a pas de frontières. Le blanchisseur et le criminel, lui, se moque des frontières. Ça va très vite. Hein, et donc, il faut de la même manière, en parallèle, que les autorités de poursuite puissent en quelque sorte effacer en partie les frontières nationales pour permettre une efficacité réelle des actions anti-blanchiment. Voilà. Alors, en matière de financement du terrorisme, c'est un petit peu différent. Puisque l'expérience montre, en tout cas, on l'a vu dans la plupart des attentats dont la France a été victime depuis plusieurs années, on a vu que le coût des opérations n'était pas très élevé en réalité. Et donc, on est sur ce qu'on appelle du microfinancement de terrorisme, qui peut appeler éventuellement à des opérations de coopération internationale pour vérifier d'où viennent les fonds. Souvent, vous savez, nous avons des escroqueries aux prestations sociales. Ça rejoint les problèmes de fraude sociale dont Nathalie Goulet a parlé tout à l'heure en me présentant. Donc souvent, vous avez du financement, du microfinancement d'opérations terroristes ou de groupes terroristes par des escroqueries bancaires, au crédit, des vols, etc. Donc, on est plus sur du financement par de la criminalité de droit commun que par des grandes opérations financières internationales se rapprochant de grandes opérations de blanchiment. On n'a pas vraiment beaucoup de dossiers de macro-financement du terrorisme. Alors, j'étais très curieux d'en savoir plus sur ce qui a été évoqué tout à l'heure sur une compagnie aérienne qui aurait fait des transferts d'argent pour le compte de l'État islamique, de Daesh.
Donc parce que là, potentiellement, en droit, il y a des choses à faire. Et cet exemple de Daesh, de l'État islamique en Irak et au Levant, qui est devenu l'État islamique ensuite, est assez symptomatique, puisqu'on sait que cette organisation a eu accès à des sources de financement très importantes par le racket, par le détournement des fonds d'une banque qu'ils avaient pillée en Irak à l'époque, par le trafic qui a pu exister au niveau frontalier entre la Syrie, la Turquie, etc., par le pillage des œuvres d'art. Donc, on sait que c'est une organisation terroriste, hein, tout le monde la qualifie comme telle, qui a eu accès à d'énormes sources de financement de par ses propres activités criminelles. Et vous savez, en matière de lutte contre la criminalité, que ce soit le terrorisme ou autre, il y a toujours une règle quand on enquête. C'est mon côté ancien inspecteur des douanes dans les services de renseignement des douanes en France. Mais vous avez une règle, c'est follow the money. Il faut toujours suivre l'argent. Et ce qui est intéressant et notable, c'est que depuis quelques années, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des grandes investigations internationales pour essayer de retracer, de remonter ces fonds très importants qui étaient à la disposition de Daesh par l'exploitation du pétrole à un moment donné, par le trafic d'œuvres d'art, par le racket, etc. etc. On sait quelles sont les personnalités et d'où venait à l'origine Daesh, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, avec un certain nombre de personnes issues de la garde présidentielle de Saddam Hussein. On sait très bien tout ça et je pense qu'il serait intéressant d'analyser le phénomène Daesh et de chercher l'argent et de chercher les fonds parce qu'on pourrait éventuellement se rendre compte que les bénéficiaires de toute cette histoire-là ne sont pas forcément ceux que l'on croit ou ceux que l'on donne en pâture dans les médias et qu'il y a peut-être beaucoup d'argent caché à certains endroits. Et ce n'est pas non plus d'une complexité monstrueuse aujourd'hui, à l'heure de la numérisation des transactions bancaires, de retrouver un certain nombre d'avoirs. Et là, ce serait en termes d'investigation internationale, appelant à la coopération de beaucoup de pays, une véritable investigation sur le financement du terrorisme, pour réprimer le financement du terrorisme, que de rechercher où sont stockés les fonds et les avoirs qui avaient été captés par Daesh depuis toutes ces années-là, et voir ce qu'il en reste et voir s'il n'est pas possible de les saisir. Et donc ça ne peut pas être fait au niveau d'un pays comme la France, tout seul. Ça ne peut être fait que dans un cadre de coopération judiciaire internationale et dans le cadre des conventions qui existent. Mais ce serait une véritable enquête passionnante en plus que d'essayer de retracer les fonds de Daesh et de les récupérer. Je ferme la parenthèse. Donc, parce que la réalité, mise à part ces grands flux financiers en matière de terrorisme, la réalité du financement du terrorisme, c'est quoi ? C'est du microfinancement, comme je vous le disais auparavant, et ça peut être aussi toujours dans un phénomène de microfinancement, mais du microfinancement par ce que j'appellerais capillarité, avec des plus gros financements en amont qui viennent financer des structures qui a priori ne sont pas des structures terroristes. On peut penser à des structures associatives, etc., et qui derrière financent ou prennent en charge ou apportent une assistance ou une aide à des personnes qui vont se livrer à des actes de terrorisme. D'où l'importance aussi, à mon avis, d'avoir un contrôle sur les fonds, les subventions, les associations, etc., qui peuvent se retrouver dans un certain nombre de nébuleuses et donc savoir d'où viennent ces fonds-là. Parce qu'en réalité, on peut avoir de manière indirecte du financement du terrorisme et là, qui peut intéresser beaucoup plus la coopération internationale parce qu'il y existe des financements internationaux à ce niveau-là. Du fundraising qui peut être parfois suspect ou bien à vocation moins honnête qu'il n'en a l'air. Voilà. Donc, derrière, concrètement, comment se passe la coopération internationale, si vous voulez avoir des exemples, pour nous, c'est assez simple. Moi, en tout cas, j'interviens toujours en aval, c'est-à-dire je suis avec mon collègue celui qui va dire oui ou non, nous autorisons tel acte d'enquête, nous autorisons la saisie ou la confiscation des avoirs que les enquêteurs ont identifiés comme provenant
d'une activité criminelle ou de terrorisme. La coopération judiciaire va se faire en amont par rapport à moi, et en réalité, vous allez, dans le cadre des conventions internationales, toujours qui existent, saisir les autorités judiciaires françaises, et donc ça va arriver chez un procureur de la République, chez nous, ou chez un juge d'instruction s'il y a déjà une enquête en cours, et qui va procéder aux actes d'enquête, aux investigations, nous solliciter à nous l'autorisation de faire un certain nombre de choses, et donc nous allons mettre à exécution la demande d'entraide internationale dans le cadre de ce qu'on appelle les commissions rogatoires internationales. Et donc voilà, ça se passe assez simplement. Et en tout cas, au niveau de la justice en France, quand nous sommes saisis, quand le dossier nous arrive, nous faisons toujours des diligences rapides, c'est-à-dire que nous travaillons rapidement. Quand vous avez des pertes de temps, c'est plutôt au niveau administratif en amont, si ça doit passer par le ministère des Affaires étrangères ou par l'autorité politique, parce que des fois, vous avez des blocages qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Mais dès que ça arrive au niveau des opérationnels, en général, ça va très vite. Et après, pour le retour, en revanche, on repart dans des circuits parfois qui peuvent être un peu plus longs, ce qui explique parfois les délais. Inversement, quand nous avons besoin, par exemple, si nous avions besoin d'une investigation en Arabie Saoudite, vous recevriez, soit si c'est un juge d'instruction en France, une commission rogatoire internationale, soit si c'est un procureur, une demande d'entraide pénale internationale visant les conventions internationales applicables entre la France et l'Arabie Saoudite, alors soit les conventions multilatérales, soit les conventions bilatérales, pardon, si elles sont applicables, a priori plutôt par la voie diplomatique que par l'échange direct, puisque au niveau européen, par exemple, nous travaillons de magistrat à magistrat, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par les autorités politiques, on s'envoie directement entre juges des différents pays les demandes, on se passe des coups de téléphone, des mails, et ça va très très vite, et on fait ça comme ça. C'est plus compliqué dans les pays en dehors de l'Union européenne, et souvent la voie diplomatique reste la voie classique, et donc ça prend du temps, effectivement. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est un circuit qui est assez simple, assez identifié, où on vise des conventions internationales, où il faut respecter évidemment le droit applicable, ne serait-ce que pour la sécurité des procédures juridiques derrière, puisque ça ne sert à rien de monter des procédures si derrière, au moment du procès, il y a des nullités qui peuvent être soulevées et qui font tomber toute la procédure et toute la saisie. Donc voilà, donc très concrètement, comment tout ça se passe, c'est en réalité assez simple. Après, c'est une question de volonté politique ou de volonté judiciaire que de mettre en œuvre des enquêtes pour blanchiment ou pour financement du terrorisme et de la coopération internationale. Alors, je vais vous donner un exemple, puisqu'il se trouve que j'interviens assez régulièrement pour le Conseil de l'Europe dans des formations en matière de blanchiment et de lutte contre la corruption pour les États qui demandent son soutien au Conseil de l'Europe. Alors, j'ai fait ça pour toute l'Europe de l'Est. J'ai fait ça notamment au Maghreb pour le Maroc. Et c'est une anecdote que je vous livre. Donc, j'étais en formation pour les magistrats marocains et les gens de l'agence anti-blanchiment et anti-corruption du Maroc. Et donc, on parlait de blanchiment. Et je trouvais que les collègues magistrats marocains étaient assez peu réactifs au cours de la réunion et semblaient un petit peu étonnés de ce que je leur disais. Et j'ai eu la curiosité de leur poser la question. Combien d'entre vous avez déjà fait des dossiers de blanchiment? Et là, aucun magistrat n'a levé la main, puisqu'en réalité, aucun d'entre eux n'avait jamais eu à traiter de dossier de blanchiment. Pour des raisons assez techniques, c'est que les affaires de blanchiment au Maroc sont centralisées dans un seul tribunal et qu'aucun juge de ce tribunal n'était venu à cette formation-là. Et après, j'ai eu un petit peu les explications par les gens de l'agence anticorruption qui m'ont expliqué que de toute manière, il y avait eu très, 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 très peu de dossiers de blanchiment qui avait été mené jusqu'au bout au Maroc, alors même que la loi anti-blanchiment existait depuis plusieurs années. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est une question de volonté politique aussi et de volonté judiciaire et des services d'enquête que de monter des dossiers de blanchiment. Alors, je ne sais pas combien il y a eu pour l'instant de dossiers de blanchiment en Arabie Saoudite, combien de personnes ont été condamnées pour blanchiment, mais ce sont des législations qui demandent un petit peu de mise en route, c'est-à-dire que pareil, en France, quand on a créé les infractions de blanchiment, au début, il y avait très peu de dossiers et les gens avaient presque un peu peur de monter des affaires de blanchiment et il a fallu un certain temps pour que les esprits se rôdent, s'approprient le concept même de l'infraction et puis commencent à mener des dossiers. Donc, c'est quelque chose qui prend un peu de temps.
Mais au bout d'un moment, quand on a l'habitude et qu'on cherche à prendre l'habitude, quand on s'entraîne en fait à faire des dossiers de blanchiment, après ça vient assez vite. Et vous voyez, sur les Marocains, je vous donne cet exemple, moi je leur avais proposé, je leur avais dit, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui circulent entre la France et le Maroc, on a beaucoup de trafiquants de drogue qui sont d'origine marocaine, hein, qui sont attrapés en France, et inversement, on a beaucoup de Français qui font des investissements immobiliers au Maroc. Et donc, je leur avais proposé quelque chose de gagnant-gagnant, c'était de dire, bah voilà, vous nous donnez, vous, Marocains, la liste des avoirs immobiliers des personnes de nationalité française qui ont des avoirs immobiliers au Maroc, et inversement, vous nous demandez la liste des ressortissants marocains qui ont été condamnés en France pour trafic de stupéfiants ou qui sont en prison en France pour trafic de stupéfiants. Pourquoi? Parce que nous, Français, ça nous permettait de regarder s'il n'y avait pas des phénomènes de blanchiment, de fraude fiscale, c'est-à-dire de non-déclaration d'avoir à l'étranger, donc qui auraient été cachés au service français pour pouvoir voir s'il n'y avait pas de la fraude fiscale sur l'impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelait avant l'impôt sur la fortune, et inversement pour les Marocains, pour eux d'avoir la liste des ressortissants marocains qui étaient condamnés pour trafic de drogue, et eux auraient pu voir à ce moment-là au Maroc dans les avoirs immobiliers de ces personnes-là, si ces personnes-là ne détenaient pas des avoirs importants qui, manifestement, seraient en lien avec le trafic de drogue, puisque ces personnes-là auraient été condamnées à l'étranger pour trafic de drogue. Et donc, comme je leur expliquais, ça leur permettait eux, de monter plusieurs centaines de dossiers de blanchiment en l'espèce de trafic de stupéfiants, et en échange pour nous de voir si on n'avait pas des problèmes de fraude fiscale. Et c'était quelque chose, comme je l'aurais dit, qui était très simple, puisque dans le cadre de la coopération internationale, c'est une opération comme celle-là, en 2-3 mois, c'était monté, c'était bouclé, et il n'y avait pas de problème. Bon, on attend toujours, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait oui, mais ils n'ont jamais, a priori, mis en œuvre l'idée que je leur avais soufflée comme ça gratuitement. C'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est peut-être un manque de volonté politique de mettre en œuvre les choses. Parce que si on veut réfléchir de manière concrète à comment faire pour lutter contre le blanchiment, ce n'est en réalité pas très difficile. Dans un pays comme l'Arabie Saoudite, on pourrait imaginer de la même manière qu'il y ait des échanges d'informations justement sur les propriétés d'avoir à l'étranger des uns et des autres par rapport aux résidences fiscales. Et ce qui permettrait notamment de détecter éventuellement des faits de corruption ou, alors je ne connais pas la législation fiscale en Arabie Saoudite, mais ça pourrait éventuellement, s'il y a des législations fiscales très, très strictes dans le royaume d'Arabie Saoudite, ça pourrait vous permettre de détecter des phénomènes de fraude fiscale et derrière de blanchiment éventuellement de fraude fiscale, etc. Donc voilà, ce sont des pistes d'échange d'informations qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. Encore faut-il vouloir les mettre en œuvre, alors en l'espèce là, on est sur du blanchiment, donc on n'a rien à voir avec le financement du terrorisme en tant que tel, mais c'était aussi le thème de la réunion, on n'était pas que sur le financement du terrorisme. Après, sur le financement du terrorisme, sur la coopération, mon avis, ce que je pense, c'est que la coopération doit d'abord passer au niveau des services de renseignement entre les États, c'est-à-dire entre les services de renseignement de l'Arabie Saoudite et les services de renseignement français, parce que l'information, elle doit d'abord passer là, parce que je pense que c'est le bon niveau, le bon premier niveau pour essayer d'identifier les problèmes à traiter. Et ensuite, mais je crois qu'il y a quelqu'un de Tracfin qui parlera plus tard dans la matinée, les informations doivent passer par les FIU. Pour plein de raisons. D'abord parce que les FIU ont l'habitude de travailler et d'analyser les choses en amont du judiciaire et des juges, que vous avez ce qu'on appelle le groupe Egmont. Alors, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite, la FIU saoudienne fait partie du groupe Egmont, mais bon, les gens de Tracfin pourront peut-être mieux nous en parler. En tout cas, ils vous en parleront mieux que moi. Mais vous avez cette facilité, cette souplesse des échanges de renseignements entre les Financial Intelligence Units, qui existent depuis des années, qui pratiquent depuis très très longtemps. Voilà, moi je me rappelle à l'époque des discussions que j'avais avec un des anciens directeurs de Tracfin, Jean-Paul Garcia, quand il y a eu la création du groupe Egmont dans les années 90. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est très 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 utile, très 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 efficace, qui va très très vite, beaucoup plus que la coopération judiciaire internationale, et qui peut vous permettre de monter des dossiers et de mener des investigations très pertinentes et de manière ultra rapide. C'est-à-dire que ce qui prendrait des mois, voire des années en judiciaire, vous prendra des jours, voilà, via les FIU. Donc, vous voyez, en termes d'échelle de vitesse, c'est la 2 chevaux en face d'un vaisseau spatial qui marche à la vitesse lumière, quoi. Donc, vraiment,
j'insiste là-dessus, les premiers stades de coopération, il faut les faire passer par les FIU, donc par TRACFIN chez nous, et puis donc par l'équivalent chez vous, hein, de mémoire d'un déjeuner qu'on avait eu avec les gens de l'ambassade de France il y a quelques années. Je crois que c'est la Banque centrale qui gère ça en Arabie Saoudite, voilà, puis avec le service de sécurité, la sécurité nationale. Mais voilà, c'est vraiment la base. Et j'aurais tendance à dire, au-delà des coopérations institutionnelles, ce qui marche très bien en coopération internationale, là c'est encore le praticien qui vous parle, ce sont les relations personnelles. C'est-à-dire c'est que les gens se rencontrent et se connaissent. En clair, c'est qu'il faut que les juges saoudiens et les juges français se connaissent, parlent entre eux, se rencontrent, que les gens des FIU se rencontrent, discutent, etc., se connaissent personnellement. Parce que, évidemment, ça ira beaucoup plus vite. Parce que quand vous connaissez votre homologue étranger, bah, vous pouvez lui passer un coup de téléphone ou lui envoyer un mail, il va évidemment tout de suite vous répondre et forcément, ça accélère les processus. Donc voilà, très concrètement, ce que je pouvais vous dire. Après, s'il faut répondre à des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je repasse la parole à la sénatrice Nathalie Boulet. Oui, merci. C'est bon, on m'entend? Tout va bien? Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Merci. Merci beaucoup, Charles. Oui, alors, Charles Pratt est un excellent praticien, comme vous le voyez. Je rends hommage à nos traducteurs qui ont sûrement dû activer parce qu'ils parlent très vite. Mais je voudrais retenir deux choses. Une chose est probablement la nécessité d'un workshop avec les autorités judiciaires, parce que là aussi, les autorités que nous avons aujourd'hui ne sont pas les seules en cause. Donc peut-être qu'il faudra penser à coopération judiciaire, ça me semble important. Et puis, l'autre sujet qui me semble aussi important, c'est de pouvoir probablement venir, quand les conditions s'y prêteront, en Arabie Saoudite, pour rencontrer ces autorités judiciaires et pouvoir mener des opérations de plus de coopération. Donc, l'expérience que vient de nous retracer le juge Pratt, c'est extrêmement important. Il y avait beaucoup d'éléments judiciaires alors, qui probablement ne relèvent pas de la compétence des gens qui sont autour de la table aujourd'hui, mais on voit bien le lien. Et puis, ça fait le lien très clairement avec ce que nous a dit Ghanem du CIB. C'est encore une question de volonté politique. On retrouve la même chose. C'est toujours une question de volonté politique. Comme disent les Italiens, et je vais le dire moins bien que notre ami Oda, qui parle aussi si bien italien, c'est entre le dire et le faire, il y a la moitié de la mer. Alors, il suffit maintenant de se rapprocher un peu pour essayer de donner une consistance pratique à toute la théorie dont on est en train de parler maintenant, même s'il y a eu beaucoup de progrès.